Comme chaque dimanche, on s'intéresse à l'écologie et ce que les Lorrains font pour la planète. Valérie Odile et Styliane Appel se sont intéressés ce dimanche à des couturières vosgiennes zéro déchet. Regardez. Savez-vous combien vous utilisez de rouleaux d'essuie-tout par an? Ou encore combien vous utilisez de lingettes, de coton ou encore de serviettes hygiéniques? Eh bien, selon l'ADEME, c'est 40 kg par an et par habitant. Autant dire que c'est énorme. Du coup, on vous a trouvé des petites astuces zéro déchet dans les Vosges. Et si, au lieu de ceci, vous utilisiez plutôt cela? C'est le choix qu'a fait Céline il y a un an et c'est un jeu d'enfant. Alors je m'en sers pour essuyer la bouche des enfants, principalement après les repas, mais aussi pour éponger la table quand il y a des petits accidents. C'est forcément plus joli qu'un rouleau de papier essuie-tout posé dans la cuisine. Avant, Céline utilisait un rouleau d'essuie-tout en papier par semaine, soit une 50aine par an. Pas très écologique. Aujourd'hui, ces 12 feuilles en tissu lui suffisent, 30 € au lieu de 60 pour une utilisation longue durée. Je les passe à 60, comme des serviettes de toilette. Ça ne bouge pas du tout. Les pressions restent. Non, c'est un bon produit. Les essuie-tout en tissu, c'est le produit phare des Fées Clochettes. Elles sont deux, Amélie à la découpe et Laura à la machine. Elles les confectionnent sur mesure pour chaque client. Ils ont le choix entre de l'éponge ou celle-là c'est en nid d'abeille. L'un ou l'autre, l'éponge est un peu plus absorbant. Il y en a qui l'utilisent comme serviette de table et du coup le nid d'abeille ça fait un petit peu plus agressif pour la peau. On a eu l'idée en voyant le poids qu'on avait dans les poubelles, tout ce qu'on jetait et on s'est dit il faut faire quelque chose. En 2019, elles ont commencé par faire des lingettes pour remplacer les cotons. D'abord pour elles, puis pour les amis. Et de fil en aiguille, elles ont fini par vendre leurs produits sur Facebook. Ouais, c'est amusant de trouver, moi j'adore trouver des teintes, voilà, chercher dans les magasins de tissus, voilà, les coloris qui pourraient plaire aux gens. Ce qui les amuse aussi, c'est de remplacer les objets du quotidien difficilement réalisables en zéro déchet, comme ce rouleau de papier toilette par exemple. Pour l'instant, on est sur la petite commission. Et voici le dernier challenge, un filtre à café entièrement fait de tissu. C'est avec de la toile à beurre et on a fait un petit biais autour. Et ça marche? Ça a l'air de fonctionner, le café a l'air bon. Faire du zéro déchet, c'est pour elle une passion, mais qui pourrait vite devenir un vrai business. Les Fées Clochettes des Vosges sont prêtes à relever tous les défis pour de nouvelles créations. Ils apprennent le métier à l'expérience de leurs aînés, tout en respectant un devoir de mémoire. Près de 200 apprentis soldats ont crapahuté sur les traces des combattants de l'opération Leuton. Leurs illustres aïeuls qui, en août 1944, ont libéré la vallée du Rabodeau dans les Vosges. Franck Gaillet avec Élise Kouzmak. Ils ont entre 18 et 20 ans pour la plupart. Ils ont été incorporés dans l'armée de terre début mars. Ici, une section du 132e régiment d'infanterie de Suippes et une section du 3e régiment d'hélicoptères de combat d'Étain, réunis pour boucler la première étape de leur formation de jeunes militaires. Ce soir, normalement, on quitte les chapeaux pour tous et vous allez tous mettre votre béret. Pour cela, il va falloir le mériter. Pour quitter leur chapeau de brousse et obtenir leur béret, ces jeunes militaires, encore en formation initiale adieuse, vont devoir crapahuter dans la montagne. Ça fait partie du parcours initiatique de tradition de tout militaire du rang qui rentre au CEFIM. Donc la première partie est faite sur la base des couleurs et de la Marseillaise, de la remise de l'arme. Et là on arrive sur, pour eux, un gros challenge de tomber ce chapeau de brousse et d'aller chercher leur béret. C'est donc la fin du premier mois de service et l'entrée véritable dans le monde de l'armée, matérialisée aujourd'hui par une marche historique de 15 km sur la trace des anciens, les SAS britanniques mais aussi français, parachutés à partir d'août 1944 pour libérer la vallée du Rabodeau. Les jeunes militaires font une première halte sur la drop zone de l'époque. Les Allemands étaient là-bas sur le col du Hans.
On doit y mettre une touche historique pour donner du sens. Donner du sens, donner de l'âme à ce qu'on fait. Et la plus belle des manières, c'est de rendre hommage à nos anciens, ceux qui nous ont précédés au combat, ceux qui ont participé à notre libération. 12 000 jeunes environ sont incorporés chaque année dans l'armée. C'est à peu près le nombre de jeunes engagés dans la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. Nous aurons vécu encore un dimanche de Pâques un peu particulier en raison de la pandémie. Les traditionnelles messes de veillée ont eu lieu ce matin vers 7h30 et non hier soir pour respecter le couvre-feu. Mais cette année, les chrétiens ont pu célébrer Pâques dans les églises, comme ici vous le voyez sur ces images d'Élise Kouzmac à Fléville devant Nancy. Vivre avec nos morts, c'est le titre du dernier livre de Delphine Orviller, paru aux éditions Grasset. Alors si vous ne connaissez pas Delphine Orviller, eh bien cette native de Nancy est rabbine, auteur et philosophe, et c'est un plaisir de l'accueillir ce soir. Bonsoir Delphine Orviller. Avant de dire quelques mots avec vous de votre dernier ouvrage, bien évidemment, c'est Pâques aujourd'hui pour les chrétiens, mais c'est également un temps important dans la culture juive. Oui, les fêtes de Pâques s'enchaînent en fait dans nos traditions religieuses. Au moment où les chrétiens célèbrent Pâques, les juifs viennent de sortir ou sortent aujourd'hui de la fête de la Pâques juive. On raconte des histoires différentes, mais c'est des temporalités extrêmement centrales et critiques dans nos traditions qu'on vit ensemble. Vivre avec nos morts. Alors je tiens à prévenir tout de suite le futur lecteur. Si vous vous dites c'est pas pour moi, surtout en ce moment où généralement on a le moral assez bas, j'ai pas envie d'entendre parler de mort, eh ben détrompez-vous. C'est un livre qui est très lumineux. C'est un message d'espoir et de vie. Oui, c'est un livre qui tente de célébrer la vie, même quand la mort frappe à notre porte. La mort, quand elle surgit, souvent, il n'y a rien à en dire parce qu'elle nous laisse complètement dans un mutisme total, incapable de réagir ou trouver les mots justes. Mais ce qu'on peut faire quand la mort est là, c'est parler de la vie, célébrer les vivants, raconter les traces que ceux qui partent ont laissées dans nos vies. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre à travers différentes histoires que j'ai eu la chance ou l'honneur d'accompagner, des vies qui s'en vont, mais des traces de vie qui restent vraiment à nos côtés. Oui, parce que ça fait partie effectivement quasiment de votre quotidien hein, en tant que rabbine. C'est vrai que vous êtes aux côtés des familles, pas pour parler de mort, mais pour parler de la vie du défunt. Oui, c'est un moment très critique quand quelqu'un part. On a parfois quelques jours, quelques instants avant une cérémonie pour savoir comment on doit le raconter. Qu'est-ce qu'il faut dire de sa vie qui va laisser la possibilité pour ceux qui lui survivent de continuer à vivre avec cette trace. Et un élément de mon travail, c'est effectivement quelque chose qui se rapproche un peu du travail des conteurs. Ce que je dis souvent, c'est que dans mon travail, il faut savoir raconter les histoires au plus juste. Parce qu'à travers ces histoires, en fait, on a un impact sur, ça peut sembler étrange, mais sur l'avenir de la mémoire. Voilà, la mémoire aussi a un avenir, elle laisse des traces dans nos vies. Et en fait, c'est extrêmement critique la façon dont on en parle. Il y a un passage, moi, un paragraphe, un chapitre de votre livre qui m'a particulièrement interpellé. C'est cette histoire avec le frère d'Isaac. C'est ce petit garçon dont le frère est décédé et qui se demande où le chercher, dans le ciel ou en terre. Ça, c'est assez frappant. Oui, c'était important pour moi de raconter cette histoire parce qu'on s'en doute, la mort d'un enfant, c'est par excellence ce qui nous laisse sans voix. Aucun de nous ne sait comment accompagner la disparition d'un enfant parce que c'est un renversement de l'enchaînement des générations. Et il m'est arrivé plusieurs fois en tant que rabbine d'avoir à accompagner des situations comme celle-là, mais j'ai voulu raconter l'une d'entre elles, une rencontre avec un petit garçon qui s'apprêtait à assister à l'enterrement de son petit frère et qui m'a posé des questions auxquelles j'étais bien sûr bien en peine de répondre, mais il fallait que je trouve quelle histoire raconter à cet enfant pour accompagner sa douleur au moment où, vous savez, quand quelqu'un meurt, et c'est pas vrai seulement avec les enfants, souvent on raconte tout et n'importe quoi, on utilise des métaphores qui collent pas les unes aux autres, on dit que la personne va être enterrée, mais qu'elle est partie au ciel, qu'elle est sous terre, qu'elle est devenue une étoile, enfin, on utilise des métaphores contradictoires, des images qui montrent à quel point on est mal à l'aise. Je raconte dans ce livre qu'est-ce que j'ai appris de ce petit garçon et comment, moi, de mon côté, j'ai essayé de l'aider dans ce deuil impossible. Ça veut dire que finalement, il y a presque un message d'éternité pour terminer dans ce livre? Oui, je crois que ce livre, il s'adresse, enfin je l'espère, autant à des gens qui croient qu'à des gens qui ne
croient pas, à des gens qui vivent avec une idée de transcendance ou d'autres qui considèrent que la vie ne se joue qu'ici et pas après. Loin de moi l'idée de vouloir imposer un quelconque dogme, mais j'ai voulu montrer comment, de l'intérieur de ma tradition, avec un langage particulier, qui est bien sûr le langage du judaïsme, on peut penser cette question universelle. Merci beaucoup, Delphine Orviller, d'être venue parler aux Lorrains ce soir. Vivre avec nos morts chez Grasset, c'est à lire absolument. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Une interview enregistrée cet après-midi, je vous le précise. Il s'est penché sur l'actualité sportive de ce week-end. David Bailly nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir David. Bonsoir. Et on ouvre par du handball féminin ce soir. Oui, on ouvre avec des images toutes fraîches, des images de la rencontre de quart de finale de la Ligue des Champions. C'est bien évidemment du handball féminin. Et là, c'est Metz qui se déplaçait à Brest. Eh bien, je vous donne le score. Brest 34, Metz 24, moins 10 points. Alors, tous les espoirs ne sont pas enterrés, puisqu'il reste un match retour. Ce sera samedi prochain, mais les chances de qualification s'annoncent tout de même très, très compliquées. Sport féminin, toujours, cette fois-ci du volley, puisque les joueuses de Terville-Florange accueillaient les Azuréennes de Canet. Là aussi, on croyait que le match allait être serré, puisque au classement, elles sont très proches. Eh bien, pas du tout. Les Mosellanes se sont inclinées. 3-7-0. Retour sur cette rencontre. Les images sont signées Lydia Quérin. Sur le parquet de Terville-Florange, les visages sont crispés, hagards, un peu perdus. L'entraîneur a beau s'époumoner, les Mosellanes n'y arrivent pas. Mélange de déception, de frustration et d'énervement. Non, il n'y a pas de colère, c'est juste un peu de déception pour les joueuses parce qu'elles méritent beaucoup mieux que ça. Et non, il n'y a pas de colère. À l'image de ce point, le Canet survole les débats. Attaque au centre, Terville est transpercé de toutes parts. Premier set expédié en 20 minutes, 25-16. Le Canet est tout simplement plus fort. Terville n'oppose que son courage, mais c'est mince pour entretenir l'espoir. Les deux autres sets filent à la vitesse de l'éclair, 25-13, 25-15, 3-7-0. Ça a été vraiment difficile du début à la fin. Ça a été... Franchement, on n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau et ça se voit dans le score. Après, on a eu quand même une équipe du Canet vraiment très costaud. Elles étaient en place, à nous bloquer, soit à nous défendaient. Elles avaient aussi de la chance, donc tout ça fait que elles ont gagné et plutôt facilement, je dois dire. Il reste 3 matchs aux filles de Terville-Florange pour clore une saison qui était plutôt bonne. Reste vite à oublier le match d'hier soir. Alors vous le voyez, au classement, Terville qui fait tout de même une bonne saison est 6e de ce Ligue Pro féminine. Quant à Vendeuvre, elles sont tout simplement 9e. Changement d'ambiance avec de la natation puisque depuis 2 jours, la piscine d'Alfred Nakache accueille un meeting où l'on rencontre les plus grands nageurs, les meilleurs nageurs du grand quart nord-est de la France. L'année dernière, l'édition n'avait pas pu se tenir, mais cette année, elle se tient. Alors les conditions sont bien évidemment un peu particulières et pour nous en parler, on retrouvera Samuel Mulin et Lydia Quérin qui sont tout simplement sur place. C'est avec un ouf de soulagement que les organisateurs ont pu mettre en place ce week-end de meeting à Gentilly, réduit de 3 à 2 jours tout au long du week-end. 83 nageurs étaient prévus au programme au lieu de 400 lors de la première édition en 2019. Une baisse du nombre d'athlètes car ceux présents aujourd'hui sont soit des nageurs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau, pouvant encore s'entraîner malgré la fermeture des piscines, soit des nageurs qualifiés pour les championnats de France élite ou junior. Encore fallait-il présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures avant le début du meeting, ce qui n'a pas été le cas pour l'équipe de Charleville-Mézières, dont l'espoir Émilien Matenet. Impossible donc de participer aux compétitions. Ils sont donc finalement 75 nageurs répartis dans 20 clubs venus du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté et même des Hauts-de-France. Malgré tout, ils planifient un air de Covid. Les équipes sont parquées, délimitées par des barrières, les masques obligatoires même pour les nageurs, jusqu'à leur plot de départ et les suivent pendant leur podium. Le Covid cache les sourires mais ne gâche pas la fête. Nager ce week-end est déjà un succès pour la centaine de nageurs, organisateurs et bénévoles au meeting national de Nancy. Voilà, il a glané beaucoup de médailles cette année sur le circuit junior. Il s'est même confronté au circuit senior. Je veux parler d'Émilien Claude, le jeune de 21 ans, biathlète vosgien. Il est de Basse-sur-le-Ruz. C'est un espoir tricolore. Je vous propose de faire un petit retour sur sa saison aboutie avec Johan Rodier et Éric Bertrand. Une fantastique moisson de médailles au terme d'un hiver en or. Émilien Claude vient de terminer en beauté sa dernière saison chez les juniors.
Au championnat du monde en Autriche début mars, le biathlète de Basse-sur-le-Rue a collectionné les breloques et les Marseillaises. Dans son escarcelle, 3 titres de champion du monde sur le sprint, la poursuite et le relais masculin, mais aussi une médaille de bronze lors de l'épreuve individuelle. Des résultats exceptionnels pour le Vosgien de 21 ans, véritable patron de la discipline dans sa catégorie d'âge. J'ai jamais eu de médaille individuelle sur les mondiaux juniors, ça me résistait depuis plusieurs années où je passais à côté. Et je sentais que cette année, c'était l'année où je pouvais assumer un statut de favori et aller faire des médailles. Alors après, comme d'habitude, entre le dire et le faire, c'est autre chose, mais voilà, je suis très fier de ce que j'ai fait là-bas. Régulier et efficace au tir, puissant sur les skis, Émilien compte parmi les grands espoirs du biathlon français. Début janvier, il a d'ailleurs intégré pour la première fois l'équipe de France A sur le circuit de la Coupe du Monde. Une première réussie avec une 33e place obtenue lors du sprint d'Oberhof en Allemagne. J'y suis arrivé sans complexe pour faire mon biathlon et voilà, vraiment content de l'avoir fait parce que c'est complètement un autre monde en termes de niveau. 33e, de super début, voilà, parfait. Sélectionné à 4 autres reprises avec les Bleus cette saison, Émilien Claude joue désormais dans la même cour que ses 2 frangins, Florent et Fabien. Le premier court pour la Belgique, le second pour la France. 3 frères réunis sur le circuit mondial, du jamais vu dans l'histoire du biathlon. Pour nous, c'était vraiment la réussite d'un projet commun, parce que voilà, on a toujours rêvé de ça, d'être les 3 sur le même circuit, et en tout cas le circuit de la Coupe du Monde. Donc, bien sûr que maintenant, notre prochain objectif, c'est les 3 d'y performer en même temps sur la même course. Le but, c'est ça, c'est de continuer à progresser les 3 ensemble. Et maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut tous se projeter vers les mêmes objectifs, s'entraîner pour les mêmes compétitions. Et ça, c'est un plus. Pour moi, c'est plus facile aussi parce que l'échauffement, on voit des visages familiers. Après la course, et voilà, on peut discuter un petit peu et tout, c'est vachement sympa. Et voilà, c'est une superbe expérience et j'espère que ça va encore durer par la suite, que c'est que le début. La saison prochaine, Émilien ambitionne de s'installer durablement en équipe de France et rêve, pourquoi pas, de s'envoler pour les JO de Pékin avec ses 2 frangins. Merci David. À partir de demain et pour la durée de ce confinement, nos éditions seront en version Grand Est pour continuer à vous informer. C'est Romano Vicky que vous retrouverez dès midi. J'aurai pour ma part le plaisir de vous retrouver dès samedi. Passez une excellente semaine, une très belle soirée et prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr.